Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Un parfum littéraire. La nuit des temps, voici le roman dont je vais vous parler aujourd'hui dans l'optique d'une présentation de cette œuvre au bac de français ou simplement pour le plaisir d'une courte analyse. Alors, qu'est-ce que c'est que La nuit des temps? Il s'agit d'un roman de science-fiction qui a été écrit en 1966 par Barjavel et qui a été publié en 1969. Il s'agit d'une équipe de chercheurs français en expédition dans le pôle Sud et qui vont trouver un signal ultrason enfoui sous plus d'1 kilomètre de glace. Donc forcément, ils sont saisis et ils vont faire appel à toutes les nations pour construire une gigantesque mission à la fois archéologique et scientifique qui va mettre à jour une civilisation disparue qui date de 900 000 ans, donc qui remet évidemment en question tout ce qu'on sait de l'histoire de l'humanité. On parle souvent de cette œuvre comme étant l'une des plus belles histoires d'amour qui ait été écrite, mais ce n'est vraiment pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. D'une part parce que c'est à mon avis pas ce qu'il y a de plus intéressant, et d'autre part parce que, en ce qui me concerne, j'ai pas vraiment accroché à l'intrigue amoureuse parce que j'ai trouvé qu'il y avait des protagonistes qui manquaient de profondeur, et donc on s'attache pas à un personnage quand il manque de profondeur. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc, je vais plutôt m'attarder, moi, sur les thématiques et les réflexions que soulève ce texte et qui sont, vous allez le voir, vraiment très foisonnantes et qui sont plus que toujours d'actualité, malheureusement, comme c'est souvent le cas de la majorité des œuvres de science-fiction. Alors, commençons par le contexte historique. C'est une œuvre qui a été écrite pendant la guerre froide, donc qui oppose, je rappelle, l'URSS et les États-Unis, et c'est une opposition qui va se retrouver dans cette œuvre avec les deux peuples de cette civilisation ancienne et disparue, à savoir Gondawa d'une part et Enisorai d'autre part, qui vont s'affronter dans une guerre sans merci dont je reparlerai un petit peu plus tard. On est donc dans un contexte de tension géopolitique dans les années 60 et va se greffer à ces tensions-là une conception capitaliste du monde, qui, vous le savez, s'opposait donc à une conception communiste du monde. Et au-delà de cette conception capitaliste du monde, il y a aussi la question de la course à l'armement et la course technologique qui a lieu à la même époque. Et dans l'œuvre, on va le voir à travers les rivalités qui vont apparaître au sein des Nations Unies, pour savoir par exemple à qui devraient revenir les mérites scientifiques ou financiers de ce qui a été, de ce qui est ou de ce qui sera découvert en Antarctique. Et là où c'est intéressant, c'est que il y a une opposition vraiment très franche entre les intérêts politiques et économiques qui sont mis en avant par les États et les enrichissements scientifiques et historiques qui sont offerts par la mission internationale, au point où les chercheurs vont en fait faire bloc et vont soumettre les pays à leur volonté de faire progresser la connaissance, puisque c'est une connaissance qu'ils considèrent comme devant être universelle, et ils refusent donc la capitalisation des découvertes qui sont faites. Bien sûr, aujourd'hui ça résonne, car on est dans un contexte dans lequel les universités, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, sont privées de moyens financiers parce que l'État privilégie d'autres investissements qu'il considère comme étant plus rentables, donc au détriment de connaissances scientifiques pures ou de sciences humaines qui, plus que jamais, sont nécessaires. Mais ça, c'est un autre débat. Par ailleurs, Barjavel, il va pousser plus loin la réflexion autour de notre monde, puisque ces personnages, ils vont, au cours de leurs investigations, découvrir une équation qui s'appelle l'équation universelle de Zoran, ou Zoran, je sais pas comment on prononce. Ils vont découvrir également une machine nutritive révolutionnaire qui, en gros, à partir, je simplifie, mais qui à partir de rien, ou de l'énergie, ou de la non-matière, enfin bon, après c'est des débats scientifiques pour lesquels je ne suis absolument pas qualifiée, mais à partir donc de a priori rien, est capable de fournir des sphères nutritives qui vont jusqu'à guérir en très très peu de temps des corps malades. Ils vont également découvrir une arme monstrueuse, et bien entendu que ça fait écho à l'arme atomique qui était utilisée par les États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Or, si les savoirs associés à ces découvertes venaient à être révélés non pas à une ou deux nations choisies, mais à toutes
les nations, eh ben, les conséquences, elles seraient pas négligeables, puisqu'en fait, ça signifierait tout simplement la fin du monde tel qu'on le connaît, et notamment la fin du capitalisme, la fin des inégalités, la fin de la famine. Et je ne vois pas comment on pourrait ne pas penser, ne pas songer à notre actualité, puisque donc il y a l'arme nucléaire, je l'ai dit, mais on est par exemple face à des fortunes stratosphériques qui ne servent que soi et absolument pas les autres. Donc on a des liens qui sont faciles à faire, que je n'approfondis pas là parce que c'est justement des pistes que Barjavel propose à chacune et chacun d'explorer. Et ça pourrait évidemment faire l'objet d'un questionnement lors de l'entretien du bac de français. Je poursuis en ce qui concerne l'actualité de cette œuvre qui pourtant a été écrite il y a un certain nombre d'années maintenant. Et pour cela, j'aimerais vous parler d'intelligence artificielle et d'algorithmes. Alors, dès les premières pages, en fait, se dessine cette question de l'intelligence artificielle avec la traductrice, qui est une machine immense, qui va traduire en direct les 17 langues qui sont utilisées par les hommes et les femmes de la mission internationale. Donc, on est clairement là sur une IA présentée dans ce qu'elle peut avoir de plus utile, c'est-à-dire évidemment gommer les différences linguistiques pour pouvoir se comprendre, décrypter un nouveau langage pour faire avancer la science, puisqu'on va mettre cette traductrice à l'épreuve pour arriver à déchiffrer ce qu'on va retrouver dans sous terre, je vous en dis pas plus. Et les aspects, on va dire, destructeurs de l'IA ne sont absolument pas évoqués à l'époque de Barjavel, puisque l'IA se cantonne au domaine scientifique et elle est manipulée, en l'occurrence par un linguiste qui est polyglotte et qui est expert de son domaine. Du coup, au vu de l'IA aujourd'hui et des dommages qu'elle provoque et qu'on connaît, le chômage, le fait que ce soit climaticide, les vols artistiques, etc., ça pourrait donner lieu à une réflexion sur la nécessité peut-être d'encadrer et de limiter les usages de l'IA à des personnes vraiment triées sur le volet et non pas de la rendre accessible à tout à chacun. C'est un débat qui peut avoir lieu suite à cette lecture. Toujours dans le domaine informatique, mais cette fois lié non pas à la civilisation qui fait des recherches, mais à la civilisation qui est disparue, pointe les algorithmes. C'est-à-dire qu'à Gondawa, il existait un ordinateur qui était capable d'associer les deux êtres humains les plus compatibles pour une vie de couple en fonction de toutes les données qu'il possédait sur ces gens. Évidemment que là, on reconnaît les sites et les applications de rencontres. Et en ce qui me concerne, j'y ai vraiment vu une inspiration. Alors peut-être absolument pas. Mais ça m'a fait penser très fortement à un épisode de Black Mirror qui s'appelle Hang the DJ, donc Pendez le DJ, que je vous invite à voir et qui repose justement sur cette hypothèse qu'une machine serait capable de créer des associations les plus parfaites possibles. Voilà. Donc la magie d'une rencontre hasardeuse et de ce qui pourrait en découler, en fait, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Il existerait des âmes sœurs et c'est une machine qui les retrouverait. Et ça va me permettre, cette notion d'âme sœur, de faire un pont avec une autre partie dont j'aimerais vous parler maintenant, qui va concerner en fait les références intertextuelles qu'il y a dans cette œuvre et les mythes qui sont convoqués tout au long du texte. Donc la notion d'âme sœur, qui seraient réunis, donc séparés à la naissance puis réunis, ça fait directement référence à Platon et à son banquet. Je vous invite à aller faire des recherches plus approfondies, là vraiment je tends des perches mais j'approfondis pas. Platon, il est par ailleurs omniprésent. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'une civilisation ancienne, technologiquement avancée, voire extrêmement avancée et qui a disparu tragiquement, tout de suite, ce qui surgit, c'est l'image de l'Atlantide. Et l'Atlantide, c'est une métaphore, c'est une image qui a été développée par Platon dans ses dialogues, que je ne vais pas développer moi, mais si ça vous intéresse, vous avez Nota Bene qui a fait une excellente vidéo à ce sujet, que je vous conseille d'aller voir si vous désirez creuser un petit peu cette référence qui est devenue une référence commune. Au-delà des références à la philosophie antique, il y a des références explicites, plus ou moins explicites, à la religion. À commencer par Babel. Je vous ai parlé de la traductrice il y a quelques instants. Donc ce lieu-là, cette base 612 où vont se trouver des scientifiques du monde entier, ça devient
une Babel puisque tout le monde se comprend et tout le monde a un but commun dans lequel la langue n'est plus une barrière. Sachant cela, je vous rappelle rapidement, la tour de Babel, ce sont les hommes qui se sont mis d'accord pour construire une tour jusqu'au ciel et par orgueil, rivalisant avec Dieu, et donc Dieu punit les hommes. Sauf que, quand on sait ça, comment est-ce qu'on peut présumer d'une fin heureuse à cette histoire, puisqu'on sait que Dieu a puni les hommes? Voilà. Est-ce qu'il peut du coup y avoir une issue favorable à cette nouvelle Babel? Surtout quand on sait que l'objet de leur recherche, c'est de comprendre une civilisation qui a disparu et dont on comprend que la disparition a été apocalyptique. C'était un monde d'il y a 900 000 ans qui a été complètement rasé de la surface. Une ère entière réduite à néant. Et le mot apocalypse, il est prononcé par un des personnages. Or, comme dans tout apocalypse qui se respecte, il y a quand même l'espérance d'un renouveau, et il va y avoir du coup la construction par les Gondas et par un Gonda en particulier qui s'appelle Koban, de l'équivalent en fait d'une arche de Noé, voilà, autre référence encore, qui va contenir les semences de chaque espèce pour les faire revenir lorsque les temps seront favorables. Et dans cette arche, qui va être en fait un œuf, symboliquement, on va l'appeler l'œuf, c'est quand même, là encore, on pourrait en parler, vont se trouver un homme et une femme, congelés, vraiment, on est dans Hibernatus. Comment ne pas y voir Adam et Ève, évidemment. La différence fondamentale, c'est que Koban n'a pas une révélation, il n'y a rien de mystique, Dieu n'existe pas, en fait. Tout vient de l'esprit, il y a une réflexion, et c'est l'esprit humain de Koban qui va arriver à cette conclusion que si on veut sauver le monde tel qu'on le connaît et recommencer, il faudra construire cette arche-là. Voilà. Sauf que c'est ce même esprit humain qui a conduit à la fin de ce premier temps de l'humanité. Et pourtant, Gondawa, ça semblait être un lieu qui était proche de l'Éden. Et je dis bien semblait. Du coup, est-ce que c'était une utopie ou pas? Comme souvent on nous présente l'Atlantide. L'Atlantide, c'est très 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 souvent présenté comme étant un lieu d'accomplissement ultime de tout ce que l'humanité pourrait faire de positif en s'appuyant sur la technologie. On nous présente Gondawa comme étant une civilisation dans laquelle il n'y avait pas de pauvres, pas de riches, pas de travail obligatoire, des machines au service des hommes, une université, donc un savoir au cœur de la société, une université donc respectée et écoutée. Donc une société sage qui vivrait dans l'équilibre. En approfondissant, on s'aperçoit quand même que, notamment avec les personnages gris et les étudiants, que c'est pas si parfait que ça. Voilà, je dévoile pas, vraiment j'essaye de vous faire une analyse sans vraiment dévoiler, mais l'utopie, on n'y est quand même pas tout à fait, on y est en surface, on va dire. Et alors pourquoi est-ce que ce monde il aurait disparu? Eh bien parce que face à eux, dotés des mêmes connaissances mais avec des buts extrêmement différents, Enisorai. Enisorai, c'est un état qui veut s'accroître toujours plus et être toujours plus puissant. Normalement, ça devrait vous rappeler un tout petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Or, c'est précisément de cette hubris-là que la fin de ce premier âge de la Terre va découler avec des conséquences absolument dramatiques. J'en viens donc à une petite conclusion. On voit du coup que Barjavel, il nous offre vraiment, vraiment beaucoup de pistes de réflexion. C'est extrêmement riche à ce niveau-là. Il y aurait de quoi faire une vidéo de 2 heures, donc surtout que j'ai même pas évoqué les personnages. Mais le but, voilà, c'est de ne pas dévoiler l'histoire, de vous donner envie de la lire, d'avoir des éléments sur lesquels vous appuyez si vous avez choisi cette œuvre pour le bac, pour l'entretien. J'aimerais quand même dire un mot de la vision de l'homme qui est proposée par l'auteur. Quelquefois, c'est une vision qui est pleine d'espoir, mais ça reste très pessimiste, puisque pour achever cette vidéo, j'aimerais laisser la parole à l'un des protagonistes, qui va s'exprimer une fois qu'aura été comprise la fin de Gondawa et d'Enisorai. Je vais faire quelques coupes, puisque sinon la citation sera vraiment extrêmement longue. Il y a eu des survivants, des végétaux, des animaux, des hommes, sans doute très peu. Mais c'était suffisant pour que tout recommence. Ils étaient combien ?
peut-être quelques douzaines, dispersées dans les 5 continents. Ils avaient des mains dont ils ne savaient plus se servir. Qu'est-ce que je sais faire avec mes mains, moi, à part allumer ma cigarette et taper sur les fesses des filles? Rien. Zéro. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à la place des survivants? Voilà où ils sont tombés. Plus bas que les premiers hommes qui avaient tout commencé avant eux, plus bas que les bêtes. Leur civilisation disparue, ils se sont trouvés comme des escargots dont un gamin a cassé, arraché la coquille pour voir comment c'est fait dedans. Ils sont repartis d'au-dessous du barreau le plus bas de l'échelle. Et ils ont refait toute la grimpette. Ils sont retombés en route, ils ont remonté encore et retombé et, obstinés et têtus, le nez en l'air, ils recommençaient toujours à grimper. Et j'irai jusqu'en haut et plus haut encore, dans les étoiles. Et voilà. Ils sont là. Ils sont nous. Ils ont repeuplé le monde. Et ils sont aussi cons qu'avant. Et prêts à faire de nouveau sauter la baraque. C'est pas beau, ça? Ça, c'est l'homme. Je vous remercie de m'avoir écouté et sur ces notes, ma foi, peu optimistes, je vous souhaite malgré tout une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous retrouve bientôt sur Un Parfum Littéraire.